Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que tout le monde est là. Donc, nous allons démarrer aujourd'hui la correction d'un exercice sur le muscle strié squelettique. Mais avant, nous allons faire un petit rappel concernant donc le cours sur le muscle strié squelettique. Donc, concernant le cours sur le muscle strié squelettique, donc, ce qu'il faudra comprendre, c'est que donc il y a un certain nombre de compétences qu'il vous faut nécessairement donc acquérir ou asseoir. D'abord, il est important de connaître les propriétés du muscle strié squelettique, connaître les propriétés du muscle squelettique. Donc, pourquoi c'est important de connaître? Parce que il faudrait comprendre que le muscle, comme le nerf, est une structure qui est excitable. Donc, le muscle répond aux excitations qui sont faites sur lui. Donc, la propriété d'excitabilité est importante à intégrer. Mais au-delà de l'excitabilité, nous avons également la contractilité. Donc, le muscle est également une structure qui est contractile. Donc, ces deux notions sont extrêmement importantes à comprendre parce que le muscle, comme vous le savez, c'est un effecteur donc qui répond aux excitations portées sur le récepteur sensoriel. Et donc, lui, il répond à cela avec donc les informations qui lui arrivent donc, sous forme de messages nerveux. Donc, ces deux propriétés sont extrêmement importantes donc, à comprendre dans ce cours. Donc, la notion, je répète encore, d'excitabilité, mais également de contractilité donc, du muscle. Donc, deuxième objectif à intégrer dans ce cours, c'est donc d'expliquer les aspects mécaniques de la contraction musculaire. Donc, expliquer les aspects mécaniques de la contraction musculaire. Donc, le muscle répond à l'excitation qui a été donc portée sur le récepteur sensoriel. En faisant quoi? Donc, en faisant une contraction. Contraction, en réalité, c'est une réponse mécanique que le muscle fait. Donc, il est important qu'on puisse comprendre, n'est-ce pas, cet aspect mécanique, n'est-ce pas, de la réponse que donne le muscle quand on le sollicite donc, à travers un message nerveux, donc lui arrivant. Donc, il est important à ce niveau-là de comprendre ce mécanisme, cet aspect mécanique, mais surtout également de pouvoir analyser, interpréter quoi? Les types de myogrammes, les types de myogrammes. Donc, le myogramme étant un enregistrement montrant l'activité que le muscle fait, donc il est nécessaire de pouvoir comprendre, euh, plutôt de pouvoir analyser et interpréter donc ces myogrammes. Bon, ces myogrammes-là vont varier en fonction de la façon dont l'excitation a été effectuée au niveau, n'est-ce pas, du muscle. Ce qui fait que si vous faites, par exemple, une excitation simple qui est évidemment suffisante, c'est-à-dire qui est efficace, donc on peut avoir, comme au niveau de l'enregistrement, donc au niveau de myogramme, une secousse élémentaire. Et cette secousse élémentaire, comme vous le savez, est constituée par trois phases, soit une phase de latence, une phase de contraction, mais également une phase de relâchement. Et là, c'est quand on fait une seule excitation efficace. OK? Mais si, par exemple, l'excitation est effectuée de façon croissante, par exemple, donc on fait une série d'excitations croissantes, là, on voit que au niveau du myogramme qu'on va noter, donc l'amplitude va progressivement augmenter. Là également, il faut essayer de comprendre comment on peut expliquer donc cela. Mais également, on sait que si on fait des excitations qui sont rapprochées cette fois-ci, donc on fait deux excitations rapprochées par exemple, au niveau du myogramme qu'on va enregistrer, on va voir que dépendant du moment où tombe la deuxième excitation, on peut avoir soit deux secousses isolées. Donc, si la deuxième simulation intervient et donc la secousse enregistrée. Mais si la deuxième excitation est rapprochée, donc elle intervient au moment de relâchement, bon là, on voit qu'on a une augmentation de l'amplitude de la réponse. Donc, là, on a ce qu'on appelle donc une sommation partielle qui va se passer. Mais si la deuxième excitation intervient durant, euh, on va dire, la phase de contraction du muscle, donc là également, l'amplitude de la réponse, certes, va augmenter, mais on va voir que donc la courbe sera parfaite parce que donc on aura une fusion parfaite. Donc là, on a ce qu'on appelle donc une sommation
qui est totale. De la même manière également, comme myogramme qu'on peut enregistrer, si par exemple on a deux excitations, mais qui sont cette fois-ci supraliminaires. Donc supraliminaires, parce que là, le muscle va répondre de façon maximale. Là également, si ces deux excitations maximales ou supraliminaires sont assez isolées, là on peut avoir donc deux secousses musculaires isolées. Mais quand euh, la deuxième stimulation tombe durant le relâchement, contrairement au premier cas où on avait donc donc l'excitation n'était pas, on va dire, supraliminaire, cette fois-ci, on aura une réponse que le muscle va faire, une deuxième réponse, n'est-ce pas? Mais ici, on n'aura pas l'augmentation d'amplitude. Donc, parce que déjà d'emblée, la première excitation était supraliminaire, donc le muscle répond de façon maximale. Donc, même si on applique une deuxième excitation, l'amplitude ne va pas changer. Mais on peut avoir donc deux courbes qui sont, on va dire, identifiables, donc les sommets n'étant pas fusionnés. Et si on fait une deuxième excitation durant la contraction, là, on va voir que donc, la courbe va être toujours maximale, mais on a donc un plateau donc, qui est plus ou moins rectiligne. Donc, qui montre qu'en réalité, donc, la sommation a été, donc, la réponse a été donc maximale. Autre myogramme qu'on peut avoir, si cette fois-ci on fait des excitations, des séries d'excitations, donc avec une certaine fréquence. Maintenant, si la fréquence est plus ou moins faible, on va dire, donc les excitations intervenant durant les phases de relâchement, là, on va voir que donc, le muscle va faire ce qu'on appelle donc un tétanos imparfait. Donc, une augmentation de l'amplitude avec un plateau sinueux qu'on va avoir à la fin, avant donc le relâchement. Contre si la série d'excitations est assez élevée, la fréquence est assez élevée, là, on voit que donc le muscle va faire euh, un tétanos fait, donc avec un plateau et rectiligne. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre en gros par rapport au type de myogramme qu'on peut avoir. Donc, autre élément qu'il faut comprendre, toujours dans cette leçon, donc on va dire quatrièmement, donc expliquer le mécanisme de la contraction musculaire. Expliquer le mécanisme de la contraction musculaire. OK. Maintenant, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la contraction musculaire se fait en plusieurs étapes, comme on l'a certainement expliqué dans le cours. Donc, ces étapes peuvent se résumer à la phase de d'attachement. Donc, durant cette phase d'attachement, nous voyons que au niveau des sutures de base du muscle, à savoir donc les sarcomères, nous allons avoir, n'est-ce pas, la fixation des têtes de myosine sur, n'est-ce pas, les molécules d'actine. Donc, pour former ce qu'on appelle donc le complexe ou les complexes actine-myosine ou actinomyosine. Donc, ça, c'est une première phase. Mais cette phase aussi, il faut comprendre, on l'obtient après avoir eu l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau donc, du sarcomère. Parce que cette arrivée du potentiel est extrêmement importante parce que si, sans cela, on ne peut pas avoir donc la libération des ions Ca2+, qui permettent, n'est-ce pas, de démasquer les sites qui, en temps normal, c'est-à-dire au repos, généralement, sont masqués. Mais quand le potentiel arrive, donc ça aura comme conséquence la libération des ions Ca2+. Et ces ions libérés vont permettre donc de démasquer ces sites de fixation, permettant ainsi à ce que donc les têtes de myosine puissent se fixer, donc s'attacher. Deuxième étape de ce mécanisme de fonctionnement, c'est le phénomène du glissement. Parce qu'une fois qu'on a attaché donc la le complexe actine-myosine, donc l'ATP qui s'est fixé au niveau des têtes de myosine sera hydrolysé. Et donc, cette hydrolyse de l'ATP va permettre donc de libérer de l'énergie. Avec la fixation des molécules phosphate résultant de l'hydrolyse, nous allons avoir un coup de rame, c'est-à-dire les têtes de myosine vont bifurquer et cette bifurcation sera donc favorable à ce que donc il y ait un glissement combiné justement avec l'énergie libérée, donc des filaments
d'actine le long, n'est-ce pas, de la musique. Et là, on parle de contraction. Donc, c'est le glissement en réalité qui est à l'origine de cette contraction-là. Et enfin, la troisième phase, donc, c'est la phase de détachement. Donc, parce qu'il faudrait que le muscle puisse revenir donc à la situation de départ pour permettre une nouvelle fois la contraction. Et pour cela, il faudrait que donc les têtes se détachent. Parce que s'il n'y a pas ce détachement-là, on ne peut pas avoir donc une nouvelle contraction. Donc, voilà en gros les étapes de cette contraction-là du muscle. Autre élément qu'il faut intégrer toujours dans cette leçon, pouvoir expliquer les aspects électriques de la contraction musculaire. Expliquer, ah, j'y arrive, expliquer donc, les aspects électriques de la contraction musculaire. Là aussi, donc, ça fait partie des compétences qu'il faut acquérir dans cette leçon, parce que le fonctionnement du muscle n'est pas que mécanique. En réalité, à la base de ce fonctionnement mécanique, nous avons un aspect électrique, parce que généralement, les muscles, n'est-ce pas, sont connectés aux nerfs, et la connexion se fait au niveau donc des jonctions, donc on appelle les jonctions neuromusculaires en général. Et maintenant, quand in vivo, généralement, l'information est véhiculée par les nerfs. Et ces nerfs, arrivés au niveau, n'est-ce pas, de la jonction, vont transmettre l'information. Donc, et cette information transmise, donc, c'est le potentiel d'action transmis, va justement circuler le long des sarcomères, et c'est cette potentiel d'action qui va permettre, effectivement, à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le glissement des filaments. Et donc, cet aspect électrique est important parce que donc, ça permet justement de comprendre que les PA, les potentiels d'action, sont extrêmement importants parce que sans ces potentiels d'action-là, on ne pourra pas avoir en réalité la contraction du muscle. Donc, connaître ces aspects électriques, n'est-ce pas, sont extrêmement importants. Et ceci, en plus que le muscle, comme le nerf, va présenter ce qu'on appelle un potentiel de repos. Donc, le potentiel de repos peut être là également mesuré, comme on le fait avec le nerf, c'est-à-dire poser deux électrodes, n'est-ce pas, à des niveaux différents. Donc, l'intérieur et l'extérieur. Donc, pour mesurer la DDP existant entre les deux. Et là, ça permet donc de mettre en évidence le potentiel de repos. Donc, le muscle, comme le nerf, présente également un PR. Maintenant, deuxième potentiel qu'on peut mesurer, c'est le potentiel d'action. Là, on l'a dit tout à l'heure, il faut exciter. Et l'excitation efficace va pouvoir générer un potentiel d'action qui permet au muscle de se contracter. Autre élément important qu'il faut également comprendre ou en tout cas euh, asseoir dans cette leçon, c'est également les aspects thermiques. Là, on va dire précisément comme élément, compétence qu'il faut avoir, c'est de pouvoir expliquer les phénomènes thermiques de la contraction, c'est-à-dire les aspects thermiques de la contraction musculaire. Donc là aussi, chers élèves, c'est un aspect important du cours qu'il faut essayer donc d'intégrer. Donc quand vous apprenez donc ce cours-là, il faudra également l'apprendre dans le sens de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, ces aspects thermiques. Là, ces aspects thermiques, comme vous l'avez certainement donc vu en classe, peuvent être mis en évidence avec l'utilisation donc d'aiguilles euh, donc, thermiques, donc, qui permettent donc de pouvoir mesurer la chaleur dégagée par le muscle lors de sa contraction. Parce que quand le muscle se contracte, en réalité, ce n'est pas que l'aspect mécanique qu'on peut avoir ou bien qu'on peut mesurer, mais en réalité, on peut également mesurer donc l'aspect thermique, parce que le muscle va dégager donc de la chaleur. Et cette chaleur est essentiellement divisée en deux chaleurs. Donc, ce qu'on appelle donc la chaleur retardée initiale et la chaleur retardée. Dans la chaleur initiale, nous avons en fait la chaleur d'activation, n'est-ce pas, qui en réalité est libérée durant donc la phase de contraction. Nous avons également une chaleur euh, de soutien et à la fin, nous avons donc une chaleur donc de relâchement. Et donc, voilà pour la chaleur initiale. Maintenant, pour la chaleur, n'est-ce pas, retardée, elle est produite généralement quand le muscle est au repos. Donc, et elle consiste en réalité à la régénération de l'ATP qui va suivre, parce que le muscle, on le verra,
n'est-ce pas? Pour se contracter, a nécessairement besoin donc d'ATP, donc qui est l'énergie en fait utilisée pour la contraction. Mais, pré-utilisation de l'énergie, il faudra pouvoir donc le régénérer. Et cette régénération-là, généralement, elle se fait une fois que la contraction a été donc effectuée. Et maintenant, lors de cette régénération, il y a une chaleur qui est également produite et ça correspond en fait à la chaleur retardée. Donc, autre élément de compétence qu'il faudra avoir dans ce cours, on va dire septièmement, c'est également de pouvoir expliquer les aspects chimiques de la contraction. Donc, on va dire expliquer les aspects chimiques de la contraction musculaire. Donc, ce point-là aussi est important parce que la contraction n'est pas que mécanique, n'est pas que électrique, n'est pas que voilà, thermique. Mais au-delà de ces aspects, nous avons également un aspect chimique. Parce que cette contraction va nécessiter, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, l'intervention de l'ATP, donc qui va jouer un rôle extrêmement important. Mais avant l'ATP, nous avons par exemple les ions Ca2+. Donc tout à l'heure, j'ai dit que quand il y avait donc le potentiel d'action, l'arrivée du potentiel d'action au niveau des sarcomères permettait donc la libération des ions Ca2+ qui étaient dans le réticulum. Et donc, la libération de ces ions va jouer un rôle fondamental dans le sens où ces ions vont pouvoir démasquer les sites de fixation. Parce que là également, s'il n'y a pas donc l'attachement des têtes de musine sur l'actine, vous ne pouvez pas espérer donc avoir le glissement donc, ou la contraction. Donc, les ions Ca2+ vont jouer un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans le phénomène. Maintenant, au-delà de ces ions Ca2+, nous avons également l'ATP, qui est également fondamental parce que pour faire la contraction, il faut de l'énergie. Et l'énergie, justement, c'est l'ATP. Donc, s'il n'y a pas également de molécules d'ATP, vous ne pouvez pas espérer avoir donc une contraction. Donc, ces aspects chimiques sont également importants à intégrer donc dans cette leçon. Toujours comme compétence, chers élèves, nous avons, n'est-ce pas, euh, vous, vous devez être capable d'expliquer les aspects énergétiques. Donc, expliquer les aspects énergétiques. Bon, ces aspects énergétiques sont extrêmement importants parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le muscle, pour se contracter, a besoin d'énergie. Mais cette énergie qui est utilisée doit également pouvoir être réutilisée une deuxième fois, ou une troisième fois ou une énième fois. Mais cette énergie, pour que cela puisse être possible, il faut qu'on puisse donc la régénérer. Maintenant, quels sont les moyens dont dispose le muscle pour pouvoir donc faire la régénération? Là, on va nous rendre compte qu'il y a plusieurs voies, n'est-ce pas, métaboliques qui peuvent être utilisées par le muscle pour régénérer donc l'ATP qui est nécessaire pour que le muscle ne puisse faire la contraction. Maintenant, les voies de régénération, on peut les sérier en deux types. Donc, c'est la régénération, la voie rapide, on va dire, et la voie lente. Maintenant, pour les voies ou la voie rapide, c'est généralement donc des voies qui sont lactiques, c'est-à-dire qui ne produisent pas de l'acide lactique. Et nous avons la voie, par exemple, de la phosphocréatine qu'on peut avoir. Donc, la voie de l'ADP qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que donc, deux molécules d'ADP peuvent être combinées pour avoir donc une molécule d'ATP, donc recyclée, qui peut permettre donc à ce que le muscle se contracte une nouvelle fois. Donc, la voie de la phosphocréatine, c'est d'utiliser la molécule d'ADP qui est en fait un déchet donc lié à l'hydrolyse de l'ATP qui peut être recyclé. Et pour cela, donc, il faut ajouter donc de la phosphocréatine, donc l'acide phosphocréatine, qui peut faire que l'ADP puisse être recyclé en ATP. Donc, ces voies-là donc, sont des voies qui sont rapides, mais également lactiques, donc qui ne produisent pas d'acide lactique. Maintenant, nous pouvons avoir aussi comme voie de régénération, donc les voies lentes prennent du temps à se faire. Et ces voies-là aussi peuvent être divisées en deux voies métaboliques. Donc, ce qu'on appelle la voie aérobie et la voie anaérobie. Maintenant, que la voie soit aérobie ou anaérobie, donc, toutes ces voies-là vont d'abord dégrader donc une molécule de glucose donc pour produire de l'acide pyruvique. Maintenant, à partir de l'acide pyruvique, dépendant de la présence ou non d'oxygène, on peut avoir l'une ou l'autre voie. Pour la voie
n'est-ce pas, aérobie quand il y a la présence d'oxygène. Donc, l'acide pyruvique va être pris en charge au niveau donc des mitochondries, à l'intérieur desquelles donc, on aura deux phénomènes extrêmement importants dans la fabrication de l'ATP, à savoir le cycle de Krebs qui se fait au niveau de la matrice, mais également nous avons la chaîne respiratoire qui se fait au niveau des crêtes mitochondriales qui permettent justement de régénérer l'ATP. Donc ça, c'est la voie aérobie, n'est-ce pas? Et comme vous le constatez, c'est long, donc c'est lent. Et l'autre voie, c'est la voie de la fermentation. Fermentation, généralement, c'est quand on est dans une situation anaérobique, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'oxygène au niveau donc du système. Mais le manque d'oxygène n'a pas ou bien ne peut pas empêcher à ce qu'on fasse une production ou bien une régénération d'ATP. Bon, la seule difficulté ici ou l'inconvénient, c'est que certes, on peut régénérer de l'ATP par la voie de la fermentation, mais en termes de bilan énergétique, la quantité d'ATP qui sera régénérée est de très loin plus faible ou plus petite que ce qu'on peut faire avec la respiration. Et en plus de cela, nous avons une production d'acide lactique qui généralement est un inconvénient pour la contraction parce que pouvant entraîner parfois donc des situations de crampes. Donc voilà, chers élèves, donc ce que je voulais résumer donc par rapport à cette leçon et surtout les aspects sur lesquels il faut mettre l'accent quand vous apprenez donc la leçon. Donc voilà ce qu'on appelle donc des objectifs euh, donc spécifiques qu'il faudra donc essayer d'intégrer quand vous apprenez donc la leçon. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions à poser donc, par rapport à ça, ou bien si mon exposé a été très clair bon, et résumé. Voilà. Non, c'est bon, monsieur. Oui, bonjour, Et vous pouvez revenir sur les voies de métabolique de régénération de l'ATP. c'est l'ATP. Ouais. OK. Donc, je disais, pour les voies de régénération, donc, globalement, on peut les diviser en deux voies, hein, ce qu'on appelle donc euh, les voies lentes et les voies rapides. Bon, je vais commencer par les voies rapides. Bon, quand on dit rapide, parce que quand le muscle, n'est-ce pas, est en contraction, comme tout le monde le sait, le muscle a besoin d'ATP. Mais l'ATP est hydrolysé parce que sur les têtes des muscles, donc, nous avons ces molécules d'ATP. Une fois l'ATP hydrolysé, pour faire une contraction, il faut que le muscle puisse être en mesure de régénérer l'ATP qui a été utilisé déjà. Maintenant, pour cela, le muscle a plusieurs moyens de régénérer l'ATP pour permettre à ce que donc l'activité de contraction puisse se poursuivre. Maintenant, deux voies sont à sa disposition. Donc, les voies qualifiées de voies rapides et les autres qualifiées de voies lentes. Maintenant, pour les voies rapides, ce sont des voies qui, comme le nom l'indique, rapides, se font, parce que donc, il faut, parce que souvent le muscle est en contraction, on est en situation de crise, il faut rapidement avoir l'ATP pour continuer la contraction. Maintenant, ces voies-là sont alactiques, c'est-à-dire ça ne génère pas ou ça ne produit pas d'acide lactique. Et l'acide lactique, comme on vous l'a expliqué dans le cours, généralement, gêne la contraction musculaire et peut amener donc des situations de crampes. Maintenant, pour ces voies de régénération qui sont donc rapides, nous n'avons pas la production d'acide lactique. Et ces voies, c'est quoi? Donc, c'est la voie de la phosphocréatine, c'est-à-dire quoi? L'ATP a été hydrolysé. Et lors de l'hydrolyse, comme vous le savez, nous avons une production d'ADP plus P plus l'énergie. Maintenant, l'ADP qui a été produit en réalité peut être recyclé. En quoi faisant? Justement, en le combinant avec, n'est-ce pas, une molécule d'acide phosphocréatine. Donc, on appelle donc ACP. l'ACP. Oui. Maintenant, l'ACP combiné avec l'ADP, catalysé par la phosphocréatinase, donc c'est l'enzyme catalyseur. Et Oui. donc, on peut avoir donc la production d'ATP. Mais on va générer donc de la créatine, donc, qui est en fait un produit de déchet, donc résultant de la régénération de l'ATP, mais à partir de la voie de la phosphocréatine. Ça, c'est une voie lactique, une voie rapide qu'on peut avoir. Oui. Deuxième voie rapide qu'on peut avoir, c'est la voie maintenant de l'ADP. C'est-à-dire qu'on peut utiliser deux molécules d'ADP, on peut les combiner, mais ça, il faut catalyser par la myokinase. Donc, Oui. la catalyse avec la myokinase permet d'avoir de l'ATP, mais avec une molécule d'AMP, c'est-à-dire adénosine monophosphate, qui va Oui. résulter. Mais quand même, l'ATP sera régénéré. Et là également, cette régénération pourra permettre une nouvelle réutilisation de l'ATP
donc poursuivre donc la contraction. Ça Oui. également, c'est une voie de régénération. Oui. Maintenant, à côté de ces voies, nous avons les voies qui sont lentes, qui prennent du temps. Ça prend du temps parce que le processus est assez long. Bon, Oui. déjà, le phénomène commence dans le cytoplasme, n'est-ce pas? Avant de la cellule musculaire, avant de venir au niveau des organites tels que la mitochondrie. Maintenant, je disais, pour ces voies lentes, nous avons deux types de voies dépendant de la présence ou non d'oxygène. Si on a la présence d'oxygène, nous sommes dans la voie de la respiration, donc la voie aérobie. Si on n'a pas d'oxygène, nous sommes dans la voie anaérobie, c'est-à-dire la voie de la fermentation. Maintenant, pour la voie de la respiration, donc nous avons d'abord au niveau du cytoplasme la dégradation du glucose qui permet de produire de l'acide pyruvique. Et là, c'est valable même pour la fermentation. Donc, les deux réactions métaboliques vont dégrader le glucose pour produire donc de l'acide pyruvique. Maintenant, en Mhm. fonction de la présence ou non d'oxygène, l'acide pyruvique est pris en charge par la mitochondrie si on est en situation de respiration. Et maintenant, cet acide pyruvique va rentrer donc dans la mitochondrie et subir au niveau de la matrice mitochondriale ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui va se terminer au niveau des crêtes mitochondriales qui permet donc la fabrication de l'ATP. Ça, Mhm. c'est la voie de la respiration. Maintenant, la deuxième voie, c'est la voie de la fermentation. Cette fois, Oui. c'est l'acide pyruvique n'ayant pas d'oxygène va subir Mhm. une fermentation. Et la D'accord. fermentation aussi va aboutir à la formation d'ATP. Mais Oui. sauf que ici, au-delà de l'ATP qui est fabriqué, nous allons avoir Oui. la fabrication d'acide lactique. Voilà. Cet acide lactique, comme je dis, est un élément qui peut parfois gêner les contractions musculaires parce que Oui. entraînant souvent donc des crampes. Donc Oui. voilà, n'est-ce pas, Merci. les voies métaboliques qui peuvent être utilisées pour fabriquer donc de l'ATP. Oui. Oui, il y Merci. a Awa qui a levé la main. Monsieur, Oui, monsieur. bonjour. Donc, l'ATP provenant de la fermentation, Mhm. ce sont les deux ATP qui régénèrent la phosphocréatine. Le phospho? Phosphocréatine, ou bien? Non, non. Quand je parle de... Non, j'ai dit que, en fait, pour... Allô, vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Non, non, j'étais en train de dire que l'ATP, pour régénérer l'ATP, parce que, encore une fois, il faut comprendre une chose. Quand on parle de contraction musculaire, on ne peut pas occulter l'ATP. C'est fondamental parce que sans ATP, vous ne pouvez pas avoir de contraction. Maintenant, Oui. l'ATP est utilisé. Quand c'est utilisé, c'est fini. Oui. C'est fini. Donc, la molécule a été dégradée. Maintenant, il Mhm. faut remplacer, il faut compenser. Maintenant, la Oui. compensation de l'ATP utilisée peut se faire par plusieurs voies. Maintenant, Oui. pour la voie de la fermentation, comme j'ai dit tout à l'heure, donc vous allez avoir la glycolyse. En fait, c'est une réaction de glycolyse que vous avez au niveau du cytoplasme. Et la glycolyse permet donc de convertir ou bien de dégrader les molécules de glucose dans le cytoplasme de la cellule pour produire donc de l'acide pyruvique. Maintenant, Oui. si vous êtes en situation anaérobique, le muscle fonctionne, mais est en situation anaérobique, mais c'est pas parce que le muscle est en situation anaérobique qu'il ne peut pas se contracter. Il peut se contracter. Oui. Mais le problème, c'est que dans ces conditions-là, le muscle va vers la fermentation pour produire donc de l'ATP. Maintenant, lors de cette fermentation, l'ATP est produit, mais en quantité très faible, comme si on avait affaire à la respiration. Ok. Tu vois? Voilà. Et maintenant, c'est cet ATP produit lors de la fermentation que le muscle va utiliser encore pour faire la contraction. Mais malheureusement, quand le muscle le fait à la longue, le muscle peut être dans une situation difficile parce que les crampes musculaires peuvent s'en suivre. Mhm. Parce que Je le muscle n'est comprends. pas suffisamment oxygéné, donc pour permettre une contraction sans risque, n'est-ce pas, de crampe. Et quand vous êtes dans un environnement confiné ou bien vous êtes dans une situation où vous n'avez pas suffisamment d'oxygène, certes, on peut avoir la contraction, mais l'inconvénient, c'est que, n'est-ce pas, parallèlement à l'oxygène, à l'ATP que vous pouvez avoir de disponible, donc vous aurez Mhm. une situation de fabrication d'acide lactique qui peut malheureusement donc créer cette situation de crampe musculaire. Ok. Merci. Ok, donc si c'est bon, on peut attaquer donc notre exercice que je vous ai Ok. proposé dans la plateforme.
Ok. Ok, merci. Donc, pour l'exercice que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est en fait un exercice qui nous permet de comprendre le mécanisme de la contraction. C'est quels sont les éléments, plus ou moins, qui sont importants pour que donc le muscle puisse faire donc une contraction musculaire. Quels sont ces éléments-là? Donc, ce qu'on va essayer donc de comprendre plus ou moins donc dans cet exercice. Bon, maintenant, je veux que quelqu'un lise un peu l'exercice, qui peut lire. Je ne sais pas si vous l'avez. OK. Donc, Amignon, euh, je lis l'exercice. Vous m'entendez? Oui, oui, j'entends. On s'intéresse à l'étude de quelques aspects de l'activité musculaire. Pour cela, on réalise les séries d'expériences suivantes. Première série d'expériences. Première expérience, on réalise une observation au microscope électronique d'un sarcomère avant et après injection d'une solution riche en ion calcium Ca2+, dans le sarcoplasme. Le résultat, le sarcomère montre l'état A avant l'injection de la solution riche en ion calcium et l'état B après injection de la solution riche en ion Ca2+. Deuxième expérience, on cultive des fibres musculaires dans un milieu contenant des ions Ca2+, radioactifs. Par, auto, par autoradiographie, on poursuit la radioactivité dans le sarcoplasme et dans le réticulum endoplasmique. Les résultats, on a une présence de radioactivité dans le réticulum endoplasmique quand le sarcomère est à l'état A de l'expérience 1 et présence de radioactivité dans le sarcoplasme quand le sarcomère est à l'état B. Troisième expérience, on pratique une stimulation directe sur une fibre musculaire isolée, puis on enregistre le potentiel d'action musculaire tracé C1, on mesure le taux d'ion Ca2+, libre dans le sarcoplasme, tracé C2, on enregistre la tension de la fibre musculaire tracé C3. Je pense que c'est bon. OK. Voilà. Donc, merci, ami, pour cette lecture. Bon, maintenant, la question qu'on nous demande, c'est d'abord de faire une analyse des résultats des expériences 1 et 2, afin de déduire une condition nécessaire au passage du sarcomère de l'état A à l'état B. Donc, ici, comme vous le voyez, on n'a pas précisé la nature des états. On a juste dit état A, état B. C'est à vous, justement, de pouvoir identifier ces états-là. Savoir, OK, l'électronographie que j'ai en face de moi me montre, par exemple, un sarcomère qui est dans tel état. Est-ce que c'est un état relâché ou bien est-ce un état contracté? Donc, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire quoi? Il faudrait justement, par rapport à l'anatomie, comprendre, n'est-ce pas, pouvoir être en mesure d'identifier les états du sarcomère. Est-ce que le sarcomère est en condition ou bien en situation relâchée ou est-ce qu'il est en situation donc contractée? Et pour cela, il suffit juste de comparer. Parce que là, si vous regardez donc les deux états A et B, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Ou bien quelles sont les différences qu'on peut noter tout de suite? Quelqu'un peut nous dire? La taille des Très bien, filaments d'actine. la taille, quoi Des d'autre? filaments d'actine. Les filaments D'actine. d'actine. Ils sont comment ici? Parce qu'ici, La attention, taille. les filaments, bon, attention, ici, c'est vrai que bon, il est clair que nous avons les filaments d'actine et même les filaments de myosine. Ça, on est d'accord. Mais Mhm. avec les schémas qu'on nous a proposés, donc, ces filaments sont difficilement identifiables parce que là, on nous donne juste deux bandes qu'on peut identifier, la bande claire et les bandes sombres. On peut voir. Mais si on regarde donc le sarcomère et si vous regardez, mais le premier schéma nous donne les limites du sarcomère, donc vous avez une flèche n'est-ce pas, qui est à gauche, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Donc, cette flèche-là, au départ, nous montre en fait la longueur que le sarcomère doit avoir. Maintenant, Mhm. si on est passe à l'état B, on voit justement que, comme disait tout à l'heure Awa, donc, il y a une diminution de la Mhm. longueur. Et- Voilà. Et donc, déjà, ne serait que ça, déjà, on va tout de suite identifier les types d'états que nous avons. Et Mhm. à cela s'ajoute le fait que si on regarde donc les bandes, n'est-ce pas, surtout la bande claire ou les deux demi-portions de bande claire, on voit que et- dans l'état A, les deux demi-portions de bande claire se sont fortement raccourcies. et- Voilà. Et donc,
C'est tout ça qui va nous permettre de comprendre que, attention, donc le A, ça doit être donc un état relâché, et le B, ça doit être un état contracté. Contraction. Et comme vous voyez, l'exercice a évité de vous le préciser. Donc, il a juste dit état, état. Donc, c'était juste pour vous amener, vous, à pouvoir identifier ces états-là. Donc, c'est extrêmement important d'être en mesure d'identifier les schémas ou les électronographies que vous avez, de pouvoir également, tout de suite, n'est-ce pas, pouvoir les identifier et donc de savoir donner le sens de ces schémas-là. Donc, c'est important. Donc, pour résumer, l'état A, en fait, c'est un état relâché et l'état B, c'était en fait un état contracté. Et maintenant, ce qu'on nous demande, nous, maintenant, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, analyser ces expériences afin de déduire une condition nécessaire pour le sarcomère de passer d'un état A à un état B, c'est-à-dire, autrement dit, d'un état relâché à un état contracté. C'est bon? Maintenant, comment on va analyser ce document-là? Donc, toujours dans l'analyse d'un document, il y a ce qu'on appelle l'amorce. Et l'amorce, en fait, c'est une présentation tout simplement du document que nous avons en face de nous. Le document, ça peut être une courbe, ça peut être un schéma comme ici, un schéma ou bien une électronographie comme ici, des Allô? tableaux, etc., etc. Mais dans tous les cas, quel que soit le document que nous avons en face de nous, il faut d'abord veiller à le présenter d'abord avant d'arriver ou bien d'en arriver à l'analyse à proprement parler. Donc ici, on voit que le document qu'on nous présente ici représente, n'est-ce pas, des électronographies de sarcomère à différents états. Donc, autrement dit, c'est-à-dire à l'état relâché, à l'état contracté. C'est ça la présentation. Est-ce que tout le monde me suit? Allô? Alors oui, Vous m'entendez? c'est Moussa, oui. Moussa, oui. Oui. Ici, pour l'analyse, Oui. on peut dire que d'après l'observation microélectronique de sarcomère avant et après injection, on Mhm. constate que pendant la contraction, la longueur des bandes H et bandes I diminue. Oui. Entre Au une repos. diminution de Ouais, on va dire au repos. Oui. Hmm? Oui. Et entre une Continuez. diminution de la longueur de tous les sarcomères. Uh-huh. Par contre, la longueur de la bande A et les meilleurs kilomètres d'actifs et de mésine restent invariables. Hein? Non, parce que déjà, il faut éviter les termes par conséquent, parce que là, déjà, on est dans la déduction. Hmm. Donc, ici, on fait l'analyse. Comme je dis, l'analyse, c'est en fait deux parties. La première partie, c'est l'amorce. L'amorce, c'est quoi? C'est un moment de présenter le document. Une fois qu'on a Hmm. présenté le document, maintenant, on en arrive à l'analyse à proprement parler. C'est-à-dire, essayer donc de décortiquer donc le document qu'on nous a donné et pour voir, bon, ici, par exemple, c'est une situation, on va dire, de comparaison. La comparaison, c'était quoi? C'est de voir avant qu'on fasse l'injection et après qu'on ait fait l'injection, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste ça. Hmm. Donc, éviter ces termes-là, oui, par conséquent, donc, non. Donc, on n'est pas dans la déduction, on est dans une situation donc, d'analyse. Donc, Hmm. ici, ce qu'il faudra dire, je ne sais pas si vous prenez note, Oui, oui, bon. voilà. Donc, bon, je vais écrire en même temps, peut-être, voilà. Donc, on a dit, donc, analyse. Et donc, comme j'ai dit, on présente le document. D'abord, l'amorce. Donc, ce document représente, n'est-ce pas, l'état de sarcomère avant et après injection de calcium. C'est bon? Représente les états d'un sarcomère après injection calcium. Ça, c'est l'amorce. Maintenant, après cela, on en vient à l'analyse à proprement parler. Et là, on va dire donc, on constate que avant l'injection, maintenant, ces termes-là sont des termes qui sont consacrés. On constate, on remarque, on voit, voilà, on observe que, on voit que. Donc, ce sont des termes qui sont consacrés donc, à l'analyse. Donc, on va dire, on constate avant l'injection, c'est plus que le sarcomère et présente un aspect relâché, un aspect relâché, mais
après injection, on cultive des fibres musculaires dans un milieu contenant du CA radioactif. Par par autoradiographie, on poursuit la radioactivité dans le sarcoplasme et dans le réticulum. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? On voit qu'on a la présence d'ions radioactifs dans le réticulum quand le sarcomère est relâché, donc état A. Alors que on va retrouver des ions radioactifs dans le sarcoplasme quand le sarcomère est à l'état B, c'est-à-dire à l'état contracté. Et là aussi, pour l'analyse, donc on va dire que, bon, là c'était pour l'expérience numéro 1. Là maintenant, c'est pour l'expérience numéro 2. Donc on va dire que la culture, par exemple, la culture de fibres musculaires Ah. dans un milieu Ki contenant envoyé na ma benn lien de suñ prof di si def cours ma envoyé am nga zoom donc contenant des ions Ca2+ radioactifs nous permet de constater que ces ions sont présents dans le réticulum quand le sarcomère est au repos, mais dans le sarcoplasme, mais dans le sarcoplasme quand il est, En phase de contraction. quand il est contracté. Très bien. Contracté. Donc voilà pour donc l'analyse. Donc je répète encore. Donc quand vous devez analyser un document, quel que soit le document qu'on présente, il faut toujours avoir à l'esprit, il faut d'abord faire une présentation du document. Donc c'est ça là qu'on appelle donc l'amorce. Après avoir donc fait l'amorce, maintenant vous en allez, vous en arrivez à l'analyse à proprement parler. Voilà. Maintenant, nous, on a analysé donc nos deux expériences. Maintenant, est-ce qu'on nous demande après? Donc, on demande d'en déduire une condition nécessaire au passage, n'est-ce pas, du sarcomère de l'état A à l'état B. Autrement dit, de l'état relâché à l'état contracté. Donc, d'après vous, quelle déduction on peut tirer par rapport à cette situation-là? On nous dit que on fait une injection de d'ions. On voit que avant l'injection, le sarcomère était au repos. Après l'injection, le sarcomère en phase de contraction. Une expérience supplémentaire nous a permis de comprendre que quand on est au repos, n'est-ce pas, les ions Ca2+ sont dans le réticulum, mais quand on est en contraction, les ions sont dans le sarcoplasme. Parce qu'en fait, ici, l'utilisation des ions radioactifs, c'est pour faire un marquage, c'est pour faire donc un repérage, n'est-ce pas, des ions. C'est juste pour montrer, n'est-ce pas, où sont les ions en telle ou telle situation. Donc, la radioactivité de ces ions nous ont permis de comprendre que quand on est au repos, les ions étaient confinés dans le réticulum. Mais quand on est dans une phase de contraction, ces ions-là se retrouvent dans le sarcoplasme. Autrement dit, ces ions sortent du réticulum et se retrouvent dans le sarcoplasme. Maintenant, quelle déduction donc on peut faire par rapport à ça sur ah la ouais. nécessité ou la condition nécessaire pour passer de l'état relâché à l'état contracté? Donc, Mustapha, Oui, les ions Ca2+ euh, sont indispensables à la convention. donc les ions Ca2+ sont nécessaires ou indispensables pour passer de l'état relâché à l'état contracté. Ouais. C'est ça la déduction. Donc, on va mettre déduction. Déjà, déjà, Vous trouvez là? déjà. Déduction. Donc, on va mettre les ions. Alors, Oui.
On peut dire la migration des ions Ca2+, des mitochondries vers le sarcoplasme entraîne la contraction du muscle, ou bien? Non, pas la migration. Parce que ici, en réalité, l'expérience met un focus sur l'importance des ions Ca2+. C'est la raison Ah, pour ok. laquelle, si vous regardez bien, ce qu'on a injecté, ce sont les ions. On n'a pas fait autre chose. Donc, ce sont les ions Mhm, Ca2+ qui ont été injectés dans la première expérience. Et leur mhm. injection a eu des conséquences. La conséquence, c'est Euh, quoi? C'est le raccourcissement, donc c'est la contraction. Donc, s'il n'y avait ah, pas injection, n'est-ce pas, le sarcomère serait resté à l'état A. mhm. Donc là, le changement d'état résulte de la présence des ions. S'il n'y avait pas ces ions-là, on n'aurait pas eu de changement d'état. Oui, c'est Mieux vrai. encore, la deuxième expérience le confirme cela, parce que là, on voit Mhm. que si on fait des cultures, n'est-ce pas, dans des milieux où on a les ions CA2+, radioactifs, etc., donc on voit le comportement de ces ions-là. Bon, la deuxième Ah, expérience nous permet également de voir dans quelle situation, justement, comment se comportent les ions dépendant de ça l'état va. que nous avons. Donc ici, en réalité, donc, comme l'a dit tout à l'heure Moustapha, c'est de dire en fait que, n'est-ce pas, les ions Oui, Ca2+ sont c'est nécessaires ça. ou indispensables pour passer de l'état relâché à l'état contracté. C'est Mhm, bon? j'ai compris. Mhm. Voilà. Donc, les ions Ca2+ sont nécessaires La contraction pour passer de l'état A de l'état A, à l'état B. donc on va dire de l'état de Relâché. repos Mhm. à l'état Contracté. de contraction. Donc, voilà pour, n'est-ce pas, la, la première euh, donc, question. Bon, maintenant, OK? Bon, maintenant, chers élèves, est-ce que on peut, parce qu'il y en a peut-être qui vont vouloir aller prier, est-ce qu'on peut faire une petite pause de 5 minutes? Oui, oui, c'est ça. Oh, oui, D'accord, donc on fait une pause de 5 minutes, après on Oui, revient rapidement pour terminer l'exercice. Inch'Allah. OK, à tout à l'heure. Bonjour, donc on est là. J'espère que tout le monde est là. Oui, Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir continuer. Et désolé pour cette petite pause. Euh, c'est bien. bon, donc, on en était au niveau de la déduction. oui. Et on a vu, comme je dit tout à l'heure, donc ici, l'importance, en fait, a été, on a mis, en fait, l'importance sur les ions calcium. Si on voit que pour passer d'un état relâché en état contracté, ces ions, n'est-ce pas, sont indispensables. Et l'expérience 1 l'a montré et le 2 aussi l'a plus ou moins donc confirmé. Maintenant, on est à la deuxième question où on nous demande maintenant partir de l'exploitation des résultats de l'expérience 3 et des informations précédentes, de préciser la succession des événements qui se déroulent dans la fibre musculaire suite à sa stimulation. Et je rappelle que pour l'expérience 3, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a pratiqué une simulation directe sur la fibre musculaire isolée, puis on a enregistré le potentiel d'action musculaire, donc qui a été donné par le tracé 1. Après, on a mesuré quoi? Le taux d'ion Ca2+ libre dans le sarcoplasme. Donc, parce qu'on sait que maintenant que quand on a une situation de contraction, ces ions Ca2+ se retrouvent dans le sarcoplasme. Donc, tout le réticulum pour se retrouver dans le sarcoplasme. Et maintenant, troisième enregistrement, c'est la tension donnée par la fibre musculaire. Donc, ça, c'est l'enregistrement 3. Bon, avant de continuer, j'appelle juste une chose ici. Le muscle peut être excité de deux façons différentes. Quelles sont les deux façons qu'on peut utiliser pour exciter un muscle? Est-ce que quelqu'un peut répondre rapidement à ça? Monsieur, Oui, ça va? on va le faire par l'étirement du neurofibrille musculaire. Comment? J'ai pas compris. L'étirement de neuromusculaire. Fusion L'étirement d'un neuromusculaire. neurone physio... Non, attention. Ou Tu bien? as mélangé hein, les choses. Donc,
je répète encore, un muscle, on peut l'exciter de deux façons. Quelles sont les deux façons qu'on peut utiliser pour exciter un muscle? Ici, on a dit, dans notre exemple, à nous, dans l'exercice, on a excité directement le muscle. Donc, on a fait une excitation directe. Mais il y a une autre, oui, il y a une autre, oui. Bon, Ramotolai dit excitation mécanique et chimique. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas la réponse attendue. Donc, le muscle peut être excité directement, comme dans notre exemple, mais il y a une autre façon d'exciter un muscle. Déjà, Oui, comme à travers un muscle énervé, ou oui. bien, hein, Non, 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 non. ou bien on excite le nerf sciatique. Attends, alors, tu poses une question ou bien tu réponds à la question? Ah, j'ai Soit tu demandé. réponds ou tu... Voilà. Donc, je répète encore ma question. Il y a deux façons d'exciter un muscle. Soit on peut l'exciter directement, c'est notre cas ici, ou bien on peut l'exciter comment un muscle. Bon, je vois qu'il y a personne qui réagit. Donc, le muscle peut être aussi excité indirectement. Indirectement à travers son nerf moteur. Parce qu'on l'a dit dans les propriétés, le muscle est excitable, le muscle est contractile. Et c'est Mais ça que je voulais dire. voilà, maintenant, pour que le muscle puisse se contracter, on peut par exemple poser directement les électrodes statiques sur le muscle. Là, on fait une excitation directe. C'est notre cas ici. Et dans ce Mhm. cas-là, l'excitation directe permet directement d'avoir le potentiel d'action musculaire. Mhm. Et quand on fait une excitation indirecte passant par un nerf moteur, là, on génère d'abord un potentiel nerveux. Et maintenant, au niveau de la jonction neuromusculaire, avec la transmission synaptique, on va générer maintenant un potentiel postsynaptique qui n'est rien d'autre que le potentiel d'action musculaire. Et dans tous les cas, que l'excitation soit directe ou indirecte, l'information ou le message nerveux va arriver au niveau du sarcomère. C'est donc, comme on l'a dit au début, le glissement des filaments, etc., etc. Donc, retenez que il y a deux façons qu'on peut utiliser pour exciter un muscle. Soit on fait une excitation directe ou bien on fait une excitation indirecte. L'excitation directe, c'est l'excitation où les électrodes sont posées directement sur le muscle pour l'exciter, pour avoir directement le potentiel d'action musculaire. Mais l'excitation indirecte passe par l'intermédiaire d'un nerf moteur qui, excité, génère un PA nerveux. Et c'est ce PA nerveux-là, au niveau de la jonction, va générer après un message musculaire ou bien un potentiel d'action musculaire. C'est bon. Donc ici, dans notre exercice, on en fait une excitation directe. Donc le muscle est directement excité. Maintenant, quand on le fait, on note d'abord un PA musculaire. Donc ça, c'est donné par l'enregistrement C1, donc le potentiel d'action musculaire. Après, parallèlement, on peut noter, n'est-ce pas, le taux de calcium dans le sarcoplasme. Ça, c'est donné par le C2. Et enfin, on peut avoir la tension musculaire, c'est-à-dire la réponse mécanique que développe le muscle. Ça, c'est donné par le C3. Vous me suivez? C'est Oui, bon? Ok. oui, oui. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est d'exploiter les résultats de l'expérience 3 et les informations précédentes, c'est-à-dire les informations qu'on a eues, comme quoi les ions Ca2+ sont nécessaires à la contraction. Donc, tout ça pris nous permettra bien de préciser la succession des événements qui vont se dérouler dans la fibre musculaire quand on l'excite efficacement. C'est bon? Donc ici, quand on demande maintenant d'exploiter les résultats, généralement, dans l'exploitation des résultats, souvent, c'est en fait une sorte d'analyse qu'il faut faire. Bon, on dit exploiter les résultats, etc. Mais généralement, dans l'exploitation des résultats, souvent, on attend plus ou moins à ce que l'élève fasse une analyse du document ou encore des résultats, etc. Donc, qu'on lui a donné. Donc ici, donc on va dire, euh, donc on est à la deuxième question. Ok. Donc on va dire exploitation, donc exploitation et précision. Maintenant, pour l'exploitation, on va dire quoi? Ok, la simulation directe de la fibre musculaire.
il y a naissance d'un PA musculaire, PAM, donc le potentiel d'action musculaire, PAM. OK? Donc, donc, je vais noter ça. Quelqu'un qui a levé la main? Oui, Sorna? Bonjour, bonjour Oui, monsieur. bonjour. Je suis en la fay wax ne corrigé wuñ ko. Comment? la déduction. La déduction. Donc, vous voulez qu'on revienne sur la déduction? Voilà. D'une condition nécessaire au passage du sarcomère. Oui, ça, on l'a dit. Bon, rapidement, en fait, ce qu'on a dit, c'est que au niveau de l'expérience, donc vu qu'on a injecté le lésion calcium, on a constaté qu'on est passé de l'état A à l'état B, c'est-à-dire l'état relâché à l'état contracté. Oui, Et ceci a été plus ou moins confirmé par l'expérience 2 qui nous a montré qu'en fait, ces ions-là, n'est-ce pas, quand on est au repos, ces ions étaient stockés dans le réticulum, mais quand on est en contraction, ces ions se retrouvent dans le sarcoplasme. Donc, ceci nous a amené à dire que, en fait, les ions Ca2+ sont nécessaires pour passer de l'état de repos à l'état de contraction. oui. C'est bon. C'est bon, oui. Merci. Voilà. Maintenant, je disais donc pour l'exploitation. Donc, on va dire que après simulation directe des muscles ou de la fibre, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, il y a quoi? Naissance de potentiel d'action. Très bien. Donc, il y a naissance d'un PA et le PA ici, il est musculaire parce qu'on a excité directement. Donc, ici, on n'est pas passé par le neurone moteur. Donc, le moteur neurone, on ne passe pas par un moteur neurone, on a Ah, directement ok. excité le muscle. Donc, on obtient un PA musculaire. Ok. Mhm. Voilà. Maintenant, quand on a fait ça, qu'est-ce qui s'en est suivi? On a une augmentation De du taux CA2 de quoi? plus. Très bien, du taux d'ion Ca2+. Donc, Mhm. après, voilà, il y a naissance et suivi de quoi? D'une augmentation, Des ions CA2 plus. voilà, augmentation du taux d'ion Ca2+. Et ça, c'est donné par le tracé 2. Donc, du taux De. d'ion Ca2+ dans le sarcomère, Mhm. plutôt dans le sarcoplasme. OK? Et Mhm. qu'est-ce qu'on a? Nous avons également une augmentation de la tension musculaire. Donc là également, on va dire, Monsieur, oui, tracé A, on peut dire que c'est une secousse musculaire ou bien secousse. Oui, musculaire. la tension développée par le muscle, c'est une secousse musculaire. Ah, ok. Une secousse musculaire simple. Donc, on va Mhm. dire ici, suivi de quoi? De secousse musculaire ou bien Voilà, d'augmentation. ou bien de l'augmentation de la tension musculaire. Mhm. Hein, de l'augmentation de la tension musculaire. L'augmentation de la tension Musculaire. musculaire. Donc, voilà comment donc les événements se sont succédés. Donc, il a fallu d'abord faire une excitation. Donc, l'excitation directe a généré un PA musculaire. Le PA musculaire, en fait, a pu générer une augmentation du taux d'ion Ca2+. Et ensuite, nous avons obtenu, n'est-ce pas, une tension musculaire. OK? C'est bon? Oui. Maintenant, autre chose aussi, par rapport aux informations précédentes que nous avions récoltées, on sait que quand le sarcomère est au repos, les ions sont dans le réticulum, mais quand le Mhm. sarcomère est contracté, les ions sont dans le sarcoplasme. Mhm. Hein? Ça, ce sont des informations que nous avons eues auparavant. Donc ça, on va le rappeler. Donc, on va dire donc par ailleurs, on sait d'après les expériences de
Que quoi? Que quand le sarcomère est au repos, Les ions CA2+ sont dans le réticulum. très bien. Quand le sarcomère est au repos, les ions Ca2+ sont Sont dans le réticulum. dans le réticulum, quand il est au repos, dans le réticulum, Mhm. mais quand il est contracté, voilà, les ions Ca2+ sont Dans le dans le sarcoplasme. sarcoplasme. Bon, c'est bon? Mhm. Oui, Donc ici, on s'aperçoit qu'en fait, la contraction ou la libération des ions Ca2+ pour faire la contraction du muscle, suite, n'est-ce pas, est fondamentale que donc le muscle fasse une contraction. Donc pour faire la contraction, il est important que le potentiel d'action puisse être à l'origine de la libération d'ions Ca2+. Et si ces ions Ca2+ sont libérés, le muscle peut se contracter. Donc, vous voyez qu'ici, donc, on a une relation de dépendance, n'est-ce pas, entre les oui. différents éléments. Donc, Mhm. mais tout démarre par le potentiel. Parce que pour faire une contraction, il est impensable de faire une contraction sans au préalable avoir un potentiel. Donc, c'est le potentiel qui est l'élément déclencheur de tout le phénomène. Donc, mais ce potentiel aussi a son arrivée au niveau de la jonction si on a affaire à un neurone, ou bien Mhm. son arrivée au niveau des sarcomères si on a affaire à un potentiel musculaire, d'action musculaire qu'on a eu en faisant une excitation directe. Dans tous les cas, n'est-ce pas, l'arrivée du potentiel d'action, que ce soit un potentiel obtenu à travers une synapse neuromusculaire, que ce soit un potentiel obtenu avec excitation directe, le- l'important, c'est quoi? Le potentiel est arrivé dans le sarcomère. Et son arrivée va être à l'origine, justement, de la libération massive d'ions Ca2+. Et ces Mhm. ions libérés vont permettre la contraction. Comme vous D'accord. le savez, cette contraction va résulter du fait que l'arrivée des ions Ca2+ va permettre donc de démasquer les sites de fixation. Bon, ça, si on est maintenant dans le mécanisme, carrément, donc on sait que ces ions, leur arrivée, aura comme conséquence de démasquer le site de fixation actine-myosine. Maintenant, ces sites démasqués permettront, n'est-ce pas, la fixation des têtes de myosine. Et avec la fixation des têtes de myosine, on peut espérer donc avoir la contraction. Donc voilà, en fait, en réalité, mais on n'est pas dans les détails. Mais pour le moment, ce qu'on veut juste que vous puissiez voir, c'est que avant de faire la contraction, il faut nécessairement avoir un potentiel d'action. Donc, vous ne pouvez pas parler de contraction en occultant justement, on appelle ça, le potentiel d'action. Il est fondamental. Tout commence par le potentiel. Si vous n'avez pas de potentiel, vous ne pouvez pas avoir donc la contraction. Donc, ça, c'est important à retenir. Maintenant, donc, on nous demande après de faire des précisions sur la succession des événements. Comment les événements se succèdent. On l'a dit, c'est juste maintenant de résumer ce qu'on a dit. Donc, qui va nous résumer ça? Donc, je mets précision. Euh, donc, c'est quel âge? Oui, voilà, quel âge? Oui, quel âge? Est-ce que nous entend, quel âge? Allô? Allô, oui. Quel âge, oui. Donc, donc maintenant, là, on demande la deuxième partie de la question, c'est fait Mhm. de résumer. Oui, De résumer la succession des événements. le résumé. Oui. Donc, des événements. On a, Comment les événements se succèdent ici?
Les événements, c'est la naissance d'un potentiel d'action. Oui. Première étape, La, première phase, libéra- oui. voilà, deuxième, la libération des ions CA2+ par le réticulum Très endoplasmique. bien. Deuxième étape. Troisième étape. La contraction du sarcomère. Très bien. La contraction du centre. Donc voilà, en résumé, les étapes, n'est-ce pas, qui nous permettent d'arriver à la contraction. Mon Ramatoulaye a essayé donc de répondre. Oui, mais bon, il y a un élément qui n'est pas... oui, elle a dit, préexcitation, on note un potentiel d'action, oui. Donc, suivi d'une entrée d'ion Ca2+, oui. Ensuite, la contraction. Voilà, d'accord. Donc, c'est plus ou moins ça. Monsieur, Donc, on va dire, résumé, monsieur, n'est-ce pas? Oui. est-ce qu'on ne devait pas parler euh, des réponses mécaniques et chimiques? Non, 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 non. C'est Non, pas pas la peine. mécanique. Non, non, pas la peine. C'est juste ici, parce qu'ici, on sait qu'il y a trois événements qui se succèdent. Maintenant, dans quel ordre ces événements se succèdent? Est-ce que ici, il s'agit de dire, OK, contraction, je donne un exemple. Par exemple, contraction, deuxième étape, c'est potentiel d'action, troisième étape, c'est libération. Non. Donc, monsieur? parce qu'il y a un ordre bien précis qui permet Oui. d'arriver à la contraction. Et le point de départ de cet ordre-là, c'est le potentiel d'action. Donc, comme l'a dit LH. Donc, nous avons d'abord un, on va dire, Monsieur, oui, est-ce que si on avait dit après excitation, on note une hmm, réponse mécanique qui et ensuite ensuite la naissance d'un potentiel d'action suivi d'une réponse chimique qui correspond non, à non, l'entrée des ions Ca2+, ou bien? non, 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 on ne peut pas dire ça. Parce que déjà, quand tu dis après, il y a une réponse mécanique après le potentiel d'action, mais on sait tous que les phénomènes électriques précèdent le phénomène mécanique pour le muscle Mhm. squelettique. Oui, Donc, oui. il faut d'abord avoir le PA avant d'avoir le Hmm, phénomène mécanique. Et comme vous le savez, d'accord. ce phénomène électrique, c'est-à-dire le PA, se déroule même dans la phase de latence. Mhm. Donc, c'est ça l'ordre de succession. Donc, il y a d'abord le potentiel d'action qui est libéré et qui est généré. Après le PA généré, nous avons, n'est-ce pas, maintenant, entre-temps, entre le PA et la contraction, nous avons des intermédiaires, des phases intermédiaires. Et ces phases intermédiaires, ou une des phases intermédiaires, c'est justement les ions Ca2+, qui jouent Oui, également un rôle extrêmement important. Là aussi, on ne peut pas les occulter. Même si vous avez un PA, vous ne pouvez pas espérer avoir une contraction sans que vous n'ayez pas donc ces ions Ca2+ là. Donc, je répète encore, comme l'a dit donc LH, on va dire d'abord, un, c'est la naissance du PA musculaire, première phase. Deuxième phase, c'est la libération des ions Ca2+, ok, par le réticulum, évidemment. Donc, on le précise quand même, par le réticulum. Et enfin, troisième étape, c'est la contraction. monsieur, la libération des ions Ca2+ par le réticulum. Ça veut dire Ouais. c'est égal à l'entrée des ions Ca2+, non? Comment, Ramatoulaye? Est-ce que c'est égal à l'entrée des ions Ca2+? La libération des ions Ca2+. Oui, par le réticulum. Oui, et c'est égal à Ok. l'entrée L'entrée, des ions est-ce qu'on pourra... Ca2+. Oui, c'est la Oui, même parce que chose. quand, oui, parce que avant, parce que, en fait, ici, tu as un peu anticipé, parce que avant l'entrée, il faut d'abord une libération. Maintenant, quand on dit l'entrée des ions Ca2+, c'est l'entrée des ions Ca2+ dans le sarcomère. Mais avant Oui, leur entrée dans le sarcomère, ces ions doivent d'abord être libérés par le réticulum. d'accord, Tu ok. vois. Donc, il y a d'abord la libération au niveau par le réticulum. Mhm. Après libération par le réticulum, nous avons entrée au niveau du sarcomère. Parce que sans libération, on ne peut pas parler encore d'entrée. Il faut d'abord faire une libération avant de parler donc de l'entrée dans le sarcomère. Mais monsieur, Donc voilà, oui, ici, la libération des ions Ca2+, c'est dû par la naissance de potentiel d'action, non? oui. C'est une des conséquences de l'arrivée du potentiel d'action au niveau du sarcomère. Donc, quand le potentiel d'action arrive, une première conséquence de son arrivée, c'est la libération des ions Ca2+. Dans le réticulum. Voilà. Le réticulum. Et maintenant, ces ions libérés par le réticulum vont entrer dans le sarcomère et, comme on a dit, agir sur la troponine Ah, qui est ok. repoussée pour permettre donc
qui repousse la tropomyosine, qui permet donc de démasquer les sites de fixation. Mais ici, au lieu de dire la libération des ions CA2+ par le réticulum, vous ne pouvez Mhm. pas dire la libération des ions CA2+ dans le réticulum. Ou bien, On ne pourrait pas dire quoi? la libération des ions CA2+ dans le réticulum. Non, pas par le réticulum. Parce que les ions CA2, encore une fois, ça, c'est réglé dans la première question. Parce que dans la première question, on avait vu que quand il y a contraction ou état de contraction, les ions ne sont plus dans le réticulum. Les ions sont dans le sont dans le sarcoplasme. Mhm. Donc, les ions étaient libérés. Les ions étaient dans le réticulum. Mais quand il y a une contraction dans l'arrivée de l'infime nerveux, ces ions-là qui étaient dans le réticulum au repos sont libérés dans le sarcoplasme. Ok, Voilà, par le réticulum. Donc, c'est le réticulum qui les libère et ces ions se retrouvent dans le sarcoplasme. ok. Oui, Ramatoulaye? Désolé, c'était une erreur. OK. Donc, c'est bon, on peut continuer? Voilà. Donc, voilà, en fait, pour la, euh, question, la question 3. Maintenant, pour la question 4, la Avant question de 3 la, plutôt. avant Mhm. de la question, n'est-ce pas ici, vous avez dit que quand là, vous avez mis au repos, les ions CA2+ sont dans le réticulum, Oui, n'est-ce pas? Or, oui, or, ici, après excitation, ces ions CA2+, qui étaient dans le réticulum, et que la fibre, là, elle était au repos, ces ions CA2+ sont entrés dans le sarcomère, n'est-ce pas? oui. Donc, le sarcomère, je rappelle que le sarcomère est dans le sarcoplasme. D'accord. Mais maintenant, si la fibre n'était pas au repos, comment ça serait? Il n'était pas au repos. Oui. Non, mais Parce que parce là, qu'il y a que deux états de la fibre. Soit la fibre est au repos ou soit la fibre est contractée. oui, oui, quand elle est contractée, je dis. Parce que quand elle est contractée, les ions CA2+ sont dans le sarcoplasme. Oui. Mais maintenant, est-ce que là, il y aurait une excitation jusqu'à ce qu'il y ait naissance d'un PA? Non, non, attends, il faut dissocier deux choses. C'est-à-dire que Oui. la conséquence de l'excitation efficace, c'est justement la libération des ions CA2+ qui vont rentrer dans le sarcoplasme. Mhm. Maintenant, quand le muscle est, la fibre ou le muscle, on va dire, est contracté, pour espérer une nouvelle contraction de ce même muscle, mais il faut justement récupérer ces ions, réabsorber les ions CA2+. Oui. Voilà. Et là, on va tomber maintenant dans l'autre situation parce que c'est le glissement et tout, il y a la phase de relâchement. Et dans cette phase de relâchement, c'est là où justement les ions qui étaient libérés vont être recapturés pour espérer Mhm. avoir encore une fois une nouvelle excitation, une nouvelle contraction du muscle. Mais nous, Ok. ce qu'on demande en réalité, c'est le passage là, état A, état B. Mais Mhm. on ne s'est pas appesanti après. Donc, après, évidemment, c'est un relâchement qui doit se faire après. D'accord. C'est bon. Merci. Oui, Voilà. merci. Donc, voilà pour la première série d'expériences. Maintenant, à la deuxième série d'expériences, on nous dit que donc, en partant du fait qu'au cours de la contraction d'une fibre musculaire, il s'établit une interaction entre les myofilaments d'actine et de myosine. On extrait ces myofilaments d'actine et on les cultive dans un milieu avec un liquide physiologique, puis on réalise les expériences 4 et 5. Et le tableau, n'est-ce pas, nous donne le tableau suivant, donc nous donne les résultats qu'on a, qu'on a obtenus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comme expérience concrètement? Donc, on dit ici que les myofilaments d'actine, donc on a associé, hein, myofilaments d'actine, myofilaments de myosine et des ions calcium. Quand on associe donc ces trois, on voit que, comme résultat, on ne voit pas une interaction entre l'actine et la myosine. Donc, l'actine et la myosine n'interagissent pas. Il n'y a pas d'interaction. Par contre, si on fait actine
myosine, ion Ca2+, on ajoute de l'ATP, on voit qu'on a une interaction entre actine et myosine. Mieux, on peut même noter une diminution de la quantité ou de la teneur en ATP dans le milieu. Maintenant, on demande, à partir de l'analyse comparée des résultats des expériences 5, et on demande de déduire une condition nécessaire à l'interaction entre les myofilaments d'actine et de myosine. Donc, oui, Ramatoulaye? Je réponds à la question. Oui, allez-y. Ici, comme l'association des myofilaments d'actine, de myosine et des ions Ca2+, n'entraîne pas d'interaction entre les deux types de filaments. Ok. Or, en ajoutant de l'ATP, on note une interaction entre les deux types de filaments, les deux types de myofilaments et une diminution de la teneur en ATP. On peut donc en déduire que euh, l'interaction des deux types de myofilaments nécessite l'hydrolyse de l'ATP. Nécessite la Pardon? présence de De l'ATP. l'hydrolyse de l'ATP, oui. Oui, la présence de l'ATP. Donc, les deux filaments interagissent parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les ions Ca2+. C'est vrai, on a dit tout à l'heure que les ions Ca2+ étaient nécessaires, comme le pH était nécessaire. Donc, le pH était nécessaire, les ions étaient nécessaires, mais ce n'est pas que le pH et les ions qui sont nécessaires. Mais là, on voit que au-delà des deux-là, donc nous avons, n'est-ce pas, l'ATP qui est également extrêmement important. Donc, pour que les filaments interagissent, il nous faut nécessairement qu'il y ait donc une présence d'ATP dans le milieu. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir, voilà, ion oui, quelqu'un a levé la main, je pense. OK, Ndiaye. Oui, Pape. Oui, Pape, on t'entend pas. Tu penses que, oui, Euh, Bonjour, monsieur, vous allez bien? ça va? En fait, je voulais au moins que vous reveniez sur ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure parce que je n'ai pas bien compris. Par rapport à quoi? Par rapport, Oui, ici, la question que vous venez de répondre tout de suite là. non, j'ai dit que, en fait, pour contraction, c'est vrai que le pH est important, parce qu'on a vu que sans le pH, on ne peut pas avoir de contraction. La On a pression vu artérielle, également vous dans voulez les dire. expériences précédentes qu'il faut les ions Ca2+. Sans les ions Ca2+, on peut avoir donc de contraction. Mais cette expérience ajoute un autre élément important de la contraction qui est l'ATP. Mhm. La preuve, quand on voit l'expérience 1 où on a les filaments de myosine et même les ions Ca2+, mais ça ne permettait pas d'avoir une interaction, ça ne permettait pas d'avoir, n'est-ce pas, le glissement des filaments d'actine et de myosine. Mais D'accord. dans la cinquième expérience où on a ajouté de l'ATP, on a vu que ceci était possible. Donc là, ça nous montre qu'en réalité, pour la contraction musculaire, au-delà du pH qui est nécessaire, au-delà des ions Ca2+ qui sont nécessaires, mais il faut également de l'ATP. Sans ATP aussi, on a beau avoir le pH, on a beau avoir les ions, on ne pourra pas avoir de contraction aussi. D'accord. Maintenant, si la quantité d'ions, ça n'intervient pas? La quantité d'ions. Oui, c'est à 2 plus. Oui, j'ai dit ça, les ions sont importants, les ions Ca2+ sont importants. Donc, est-ce que c'est bon par rapport à une personne qui n'a pas assez de calcium ou bien ça ne joue pas sur ça? Non, parce que les ions Ca2+, leur rôle fondamentalement, c'est quoi? C'est juste de démasquer les sites de fixation. Parce que pour avoir la contraction, tout le monde est euh, d'accord que il faut que les têtes de myosine se fixent sur les filaments d'actine. Mais D'accord. pour se fixer sur les filaments d'actine, la fixation des têtes de myosine se fait dans un endroit très précis. Mhm. Mais cet endroit précis où on peut fixer les têtes de myosine, en temps normal, c'est-à-dire au repos, ces sites-là ne sont pas visibles, n'existent pas. Ah, d'accord. Voilà, parce que c'est masqué
Parce qu'on a ici la relation entre ce qu'on appelle dans la molécule, dans les myofilaments d'actine, nous avons ce qu'on appelle la troponine et la tropomyosine. Effectivement. Voilà. Maintenant, pour démasquer les sites de fixation sur l'actine, il faut que justement l'intervention du calcium. C'est ça le rôle du calcium en réalité. Donc, pour permettre de créer des ponts actine-myosine. Parce que tant que ces ponts ne sont pas créés, on ne peut pas espérer également de contraction. D'accord, je comprends bien. C'est bon. OK. Merci beaucoup. OK. Donc, maintenant ici, on nous demande, n'est-ce pas, de faire une analyse comparative entre, n'est-ce pas, les expériences 4 et 5 et d'en déduire une interaction entre le filament d'actine et de myosine. Donc, ça, c'est la question 3, on va dire. Bon, comme la l'a dit tantôt, moi, je vais juste résumer ce qu'elle a dit. Donc, ici, on va dire, donc, constate au niveau des expériences 4 et 5, il n'y a pas d'interaction entre l'actine et la myosine. Et lorsque, on va préciser, lorsque les ions Ca2+ sont seuls, les ions Ca2+ sont seuls présents. Parce qu'ici, on n'a pas d'ATP. Par contre, ça mène à la comparaison. Donc, on met en opposition deux choses. Donc, par contre, avec la présence d'ATP, en plus de l'actine, la myosine et les ions Ca2+, ici, qu'est-ce qui se passe? On note une interaction. On note une interaction entre les myofilaments. OK. Donc, voilà ce que nous constatons. Bon, et comme on l'a dit, il y a même une diminution de la teneur d'ATP. On peut noter. OK. Maintenant, la déduction qu'on peut en faire, c'est quoi? La méthode l'a dit que la présence d'ATP est une condition nécessaire donc, pour qu'il y ait donc une interaction. Donc, déduction. La présence d'ATP est une condition nécessaire pour l'interaction de l'actine et de la myosine. Donc, voilà ce qu'on peut tirer. Maintenant, la quatrièmement, on demande d'exploiter les données précédentes et les connaissances que nous avons sur le phénomène afin d'expliquer le mécanisme de l'interaction entre les filaments d'actine et de myosine, aboutissant au passage du sarcomère de l'état A à l'état B, autrement dit, de l'état relâché à l'état contracté. Bon, ici, qui va nous résumer cela?
El Hadj? Oui, monsieur. Oui, El Hadj? Donc, le mécanisme de la contraction musculaire. Bon, on t'entend pas, El Hadj. Bon, le micro est ouvert, mais on t'entend pas. Je dis, Bon, allô? apparemment, El Hadj a un problème de micro. Est-ce que quelqu'un d'autre peut rapidement? Allô? Personne? OK. Donc, il n'y a pas de... Monsieur. Bon, Ramatoulaye demande de laisser un peu réfléchir. Bon, je vois qu'El Hadj a levé encore la main. Oui, El Hadj? Vous m'entendez? Oui, Bon, donc, pour mais le le volume est mécanisme de faible, la hein. contraction, Le volume est faible, El Hadj. effectivement. Il faut augmenter ton volume. Attention, attends. Bon, c'est bon, vous m'entendez? Bon, quelqu'un d'autre, El Hadj a des problèmes a des problèmes de micro apparemment. Je pense que c'est réglé. Ok, bon, euh, on va donc faire cela. Allô? Apparemment, El Hadj veut bien, mais son micro a des difficultés. Allô? Euh, ok. Bon, maintenant, si on donc regarde un peu ce qu'on a dit pour le mécanisme de la contraction, on est d'accord maintenant que il faut qu'il y ait la présence d'ion Ca2+. C'est important. Maintenant, tout à l'heure, oui, elle a joué. C'est bon, vous m'entendez? C'est un problème de micro, elle a joué. On est désolé, hein. Là, on t'entend pas du tout. OK. Donc, je disais qu'on est tous d'accord que les ions Ca2+, n'est-ce pas, sont importants. Pourquoi ces ions sont importants? On l'a dit tout à l'heure, parce que ça permettait justement la création du complexe. OK? Actine, myosine. C'est important. Et maintenant, une fois qu'on a ce complexe actine-myosine, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura justement une hydrolyse de l'ATP, parce que je rappelle que sur les têtes de myosine qui se fixent sur l'actine au niveau, n'est-ce pas, du complexe, sur ces têtes de myosine, nous avons la présence d'ATP. Et maintenant, pour faire le glissement, il faut que l'ATP soit hydrolysé. Et donc, l'hydrolyse de l'ATP qui se trouve au niveau des têtes de myosine va permettre donc, n'est-ce pas, le pivot. Parce que donc les têtes de myosine fixées sur l'actine, généralement, sont perpendiculaires à l'actine. Et donc, cette perpendicularité n'offre pas la possibilité de glissement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'hydrolyse, avec donc la libération de molécules de phosphate, va permettre à ce que donc les têtes pivotent. Donc, ce qu'on appelle le coup de rame. Maintenant, quand cette tête-là pivote, ce pivotement-là, accompagné avec l'énergie libérée lors de l'hydrolyse, va permettre effectivement que le filament d'actine glisse par rapport au filament de myosine. Et ainsi, on va passer de l'état A à l'état B. C'est clair? Monsieur, Oui? vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, oui. Donc, je peux y revenir sur la Oui, réponse que je d'accord, voulais donner. d'accord. Donc, le mécanisme de la contraction musculaire se fait lorsque les ions Ca2+,
permettant la fixation du complexe ATP-myosine sur l'actine. Cette Mhm, fixation active la propriété ATP-asique de la myosine. mhm. L'hydrolyse de l'ATP se produit et une partie de l'énergie libérée provoque le pivottement des têtes de molécules de myosine, ce qui Mhm. entraîne le glissement d'actine et par conséquent le passage de l'état A à l'état B. Voilà, c'est ça. Donc ici, donc ce qu'on a en réalité, c'est que quand il y a l'excitation, donc toujours il faut partir de l'excitation, c'est important, il ne faut pas le perdre de vue. Maintenant, cette excitation-là, donc génère le potentiel. Quand le potentiel arrive, la conséquence première, c'est la libération des ions Ca2+ par le réticulum. Et une fois libérés, ces ions Ca2+ vont se fixer, n'est-ce pas, vont permettre de démasquer les sites de fixation. Et quand les sites de fixation sont démasqués, ça permet justement de créer des complexes actine-myosine. Et maintenant, l'ATP étant hydrolysé, fixé sur les têtes de myosine étant hydrolysé, leur hydrolyse permet de générer de l'énergie, mais également de donner des molécules phosphate. Et ces molécules phosphate, en se fixant sur les têtes de myosine, vont déformer une deuxième fois, n'est-ce pas, la myosine. Parce que la première déformation de la myosine, c'est quand l'ATP se fixe sur les têtes de myosine. Ça qui fait que ces têtes de myosine vont aller à l'encontre des filaments d'actine. OK? Et avec l'arrivée des ions Ca2+, ça permet de démasquer les fuites et les têtes peuvent se fixer à un endroit précis. Mais cette fixation, comme j'ai dit tout à l'heure, se fait de façon perpendiculaire. Maintenant, quand l'hydrolyse se fait, après l'hydrolyse, on a non seulement la fourniture en énergie, mais également la libération des ions phosphate et et ces ions se fixent une deuxième fois sur les têtes des myosines et cette deuxième fixation fait que les têtes vont pivoter. Donc, ne sont plus perpendiculaires mais obliques. Donc, ce qu'on appelle le coup de rame. Et maintenant, ce coup de rame va enchaîner, n'est-ce pas, avec la contraction, vu que l'énergie est disponible. Et ça qui fait que on a le glissement, c'est-à-dire le passage de l'état A à l'état B. On appelle communément la contraction. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, maintenant, il nous reste très peu de temps, donc je vais un peu accélérer. Maintenant, s'il y a des questions, de toute façon, vous aurez le corrigé, hein, donc on va vous envoyer le corrigé pour la plateforme. Maintenant, je vais peut-être enchaîner rapidement euh, pour terminer avec les deux questions qui nous restent. Donc, c'est-à-dire la question 4, où on nous demande, non, 5, voilà, où on nous demande d'analyser les résultats de la troisième série. Bon, c'est quoi la troisième série d'expériences? Donc, on a euh, placé, n'est-ce pas, deux muscles de grenouille, M1, M2, dans des conditions précises. La première condition, c'est que M1 est traité avec une substance qui bloque la glycolyse. M2 est traité avec une substance qui bloque simultanément la glycolyse et la dégradation de la phosphocréatine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait après? On a dosé le conscient X, Y, Z. Les conscients X, Y, Z, bon, ne sont pas précisés, mais on sait que c'est du glycogène, c'est de la phosphocréatine, c'est de l'ATP. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est X qui est le glycogène, est-ce que c'est Y? On ne sait pas, mais on sait que c'est soit le glycogène, soit la phosphocréatine, soit l'ATP. OK? Et maintenant, donc, on a obtenu des résultats. Donc, si bon, on a mis les conditions. Donc, chaque condition, on a mis avant et après la simulation. Donc, condition 1, et je rappelle que c'est quand le muscle est traité avec une substance qui bloque la glycolyse. Avant l'excitation, on voit que le conscient X a un taux de 1, Y 1,35, Z 1,07. Mais après la contraction, oui, après la simulation, on voit que Y se retrouve avec 0 et Z n'a pas changé. Maintenant, pour la condition 2, où le muscle est traité avec une substance qui bloque les deux, c'est-à-dire la voie de la phosphocréatine, dégradation de la phosphocréatine et la glycolyse, on voit que avant excitation, on a toujours pour les conscients X, Y, Z, respectivement 1, 1,35, 1,07. Et après la simulation, on voit qu'on a 1, 0 et 1,07. Maintenant, on demande, après analyse
des résultats, d'identifier, de dire ce que représente donc X, Y et Z. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut juste regarder l'effet, n'est-ce pas, du blocage, par exemple, de la glycolyse. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les constituants avant et après la simulation? Donc, avant la simulation, c'est la situation de référence. Après la simulation, c'est ce qu'on a eu après. Donc, en constatant que quand on bloque la glycolyse, donc, et je rappelle que la glycolyse, c'est en fait une activité qui permet de dégrader donc le glucose, donc le glycogène. Maintenant, si on voit que en bloquant la glycolyse et en faisant l'excitation, on voit que X et Y ne bougent pas, donc restent constants. OK? Donc, non, X et Y bougent parce qu'on est passé de 0, non, 1,35 Ah, à 0,0. Y ne bouge pas. Donc, Y reste constant. OK? Z. Alors que dans la deuxième expérience, donc on a bloqué les deux à la fois, glycolyse et la phosphocréatine. On voit que donc X n'a pas bougé, ne change pas. Z ne change pas. C'est X qui change. Donc partant de là, d'après vous, que représente donc le Z? Le Z, c'est quelle substance? Est-ce que le Z, c'est le glycogène? Est-ce que c'est la phosphocréatine ou est-ce que c'est l'ATP? Est-ce que le Y, c'est le glycogène, le phosphocréatine ou l'ATP? Voilà, oui. Monsieur, d'après, donc, on peut dire que le Z est le glucosène. Très bien. Le Z est le glycogène. Oui, oui. Le X est le phosphocréatine. Le X est la phosphocréatine, oui. Et le Z, Et c'est Y, évidemment l'ATP. donc le TP. Voilà. Parce que regardez, quand vous bloquez la phosphocréatine, quand vous bloquez la glycolyse, c'est-à-dire que, certes, vous empêchez, n'est-ce pas, on va dire l'utilisation, comment on appelle ça, du glucose, vous empêchez l'utilisation de la phosphocréatine, mais vous n'empêchez pas l'utilisation de l'ATP. Ce qui fait que, donc, on voit que le taux d'ATP de X et de Y reste constant parce qu'on a bloqué la glycolyse, parce qu'on a bloqué la phosphocréatine. Mais l'ATP n'étant pas bloqué, on peut avoir une contraction. Et quand il y a contraction, on note une utilisation de l'ATP, d'où le passage de la valeur 0,135 à 0. Comprenez? Alors que dans le premier cas où on a bloqué uniquement comment on appelle ça, la glycolyse, là, n'est-ce pas? Regardez, on voit que Z reste constant. Mais, donc, on n'a pas bloqué la phosphocréatine, donc, on n'a pas bloqué l'ATP. Donc, d'où le 1,35 là va devenir 0, le 1 va devenir 0. Mais ce qu'on a bloqué, qu'on n'a pas utilisé, donc c'est le Z. Donc, le Z va représenter donc le glycogène, ok? Le X va représenter donc la phosphocréatine. Et ce qui a été utilisé dans tous les cas, c'est l'ATP. Donc, c'est le Y. Ok? Donc, pour finir, maintenant, on a donc les équations de régénération. Donc, on demande, en t'aidant des informations fournies par les données précédentes et de tes connaissances, écrire les équations de régénération, de réaction énergétique en rapport avec l'activité musculaire. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc ces activités de régénération peuvent être résumées en, on va dire, deux voies. Donc, les voies rapides et les voies lentes. Donc, on prend l'exemple des voies rapides, donc là, on est à cinquième. Donc, on va dire les voies rapides. Donc, pour les voies rapides, donc, on peut prendre la voie de la phosphocréatine, c'est-à-dire l'ADP peut être recyclé avec molécule d'ACP et ça peut donner l'ATP plus la créatine. Bien sûr, on a un dégagement de chaleur qui va se faire. Donc ça, c'est une voie rapide lactique. On peut soit donc prendre deux molécules d'ADP qui résultent de l'hydrolyse. Donc on peut combiner et en le combinant catalysé par, on a dit la myokinase, donc on a de l'ATP qui est régénéré
mais plus une molécule d'AMP. Ça, ce sont les voies rapides. Maintenant, et ces deux voies-là sont des voies galactiques. Maintenant, pour les voies lentes, nous avons, n'est-ce pas, la voie de la glycolyse. OK? Donc, le glucose va être dégradé et sa dégradation donne de l'acide pyruvique. Donc, l'acide pyruvique. Et maintenant, l'acide pyruvique dépend, bon, bien sûr, il y a deux molécules d'ATP qui sont libérées. Ça, c'est important de le préciser. Maintenant, l'acide pyruvique obtenu va subir donc deux voies, soit la voie de la respiration ou la voie de la fermentation. OK? Maintenant, quand l'acide pyruvique est utilisé, donc dégradé, ça donne du glucose. Ça donne de l'ATP, mais également avec un dégagement de CO2 et libération d'eau. Maintenant, s'il n'y a pas, bon, je résume ça en disant, donc, acide pyruvique plus O2, ça c'est la respiration. Et donc là, ça donne de l'ATP et plus du CO2, plus de d'ozo qui est dégagé. OK? Maintenant, quand on est dans la, ça c'est la voie de la respiration. Maintenant, quand on est dans la voie de la fermentation, donc on a toujours acide pyruvique. Donc là, il n'y a pas suffisamment d'oxygène, donc anaérobiose. Et là, ça donne de l'acide lactique, plus également de l'ATP. Mais le bilan énergétique en ATP est de loin très faible, n'est-ce pas, quand on a une fermentation que quand on a une respiration. Donc voilà, en résumé, n'est-ce pas, les voies de régénération donc de l'ATP, n'est-ce pas, lors de la contraction d'un muscle. Voilà, donc on est au terme de notre session aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez compris maintenant le cours sur l'activité du muscle strié squelettique. Bon, j'ai essayé donc de faire un résumé au début pour permettre donc de vous rappeler certaines notions qui sont importantes. Et là, on est face à un cas pratique qui nous montre un peu comment le muscle se contracte, n'est-ce pas, par rapport à différentes situations. Mais pour résumer, le muscle ne peut pas se contracter si on n'a pas de potentiel d'action. Donc, tout commence par le PA. Maintenant, le PA musculaire, on peut l'avoir de deux façons, soit par une excitation directe ou bien par une excitation indirecte. Maintenant, quand le PA arrive au niveau des sarcomères, donc le résultat ou la conséquence, c'est quoi? C'est la libération des ions CA2+ par le réticulum. Et ces ions libérés par le réticulum vont, n'est-ce pas, avoir comme conséquence, n'est-ce pas, la fixation des têtes de myosine sur les complexes actine-myosine. Parce que ces ions ont l'avantage de démasquer les sites de fixation. Une fois que les sites soient démasqués, les têtes peuvent se fixer. Et maintenant, l'hydrolyse de l'ATP qui va s'en suivre va permettre donc d'observer ou d'obtenir un glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. Donc, d'où la contraction musculaire. Donc, voilà, chers élèves, donc ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Mais je vois que Sorna a levé la main. Oui, Sorna. Bonjour. Oui, Oui. Joe. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez analyser ce texte pour que je puisse les capturer dans l'exercice 1? Bon, tout ce qu'on a fait sera envoyé en fait sur la plateforme. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Ah, sur Donc, la vous l'aurez. plateforme. Oui, c'est pour l'espace élève là. Non. La correction. Oui, vous pouvez avoir non seulement la correction et tous les commentaires seront disponibles. Ne vous en faites pas pour ça. Oui. Ok, merci. OK. Donc, sur ce, donc, je vous dis à très bientôt, n'est-ce pas, pour d'autres leçons et bon courage à tout le monde.